Bonjour à tous. Je Problème de son, déjà. Oui, j'ai l'impression. Oui, il y a un petit problème de son. Non, on n'a pas vu. Vous êtes en mute. On n'a pas Ah oui, on a le son. son. Ouais. on n'a pas le Ah, son. là, maintenant, ça doit être bon. Bon, Ça aussi, c'est je tout bon. reprends le micro. Je suis désolée pour le petit souci de son. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis Guénaëlle, la directrice marketing et communication chez Le Hibou, et je suis accompagnée d'Héloïse, qui s'occupe de la gestion des événements aussi chez Le Hibou. Donc, il y en a certainement certains qui nous connaissent maintenant. On fait ça assez régulièrement. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde et surtout à notre partenaire qui va intervenir aujourd'hui, l'expert comptable, et qui va nous parler du bilan comptable. On approche de l'échéance et forcément, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur le hibou, parce que vous avez été très nombreux à rejoindre la plateforme au mois de septembre. On est ravis, en tout cas, de vous voir de plus en plus nombreux chaque mois à vous inscrire sur le hibou et à rejoindre la communauté. Et rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, donc on est une plateforme dédiée aux consultants indépendants dans le domaine de l'IT. Et notre travail, c'est d'essayer de vous trouver les meilleures missions. On travaille essentiellement avec des grands groupes sur des missions plutôt longues en régie dans ces groupes. Et aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 72 000 à être inscrits sur la plateforme. Et nous, le Hibou, on est une équipe de 70 collaborateurs. Bientôt, on se rapproche des 80 même maintenant. Et on est répartis sur plusieurs bureaux en France. Donc, on est à Paris, mais on est aussi à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse et à Lyon. Et pour ceux qui sont proches de ces villes-là, vous pouvez aller à la rencontre de nos équipes et on organise régulièrement aussi des événements physiques type Desert pour venir discuter avec les équipes et puis discuter aussi entre vous, bien évidemment. Donc, le Hibou, c'est une société qui a 7 ans aujourd'hui. On prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions cette année. Donc, on est toujours sur des niveaux de croissance à 2 chiffres chaque année. Et cette année a été une grande année pour nous. C'était un peu l'année de la reconnaissance puisqu'on a intégré le prestigieux French Tech 120. Et on vient d'être nommé aussi récemment par EY Startup de l'année pour la région Île-de-France. On est très fiers en tout cas de ce prix et ça nous encourage en tout cas à continuer à développer notre communauté de freelance et continuer aussi à vous parler de sujets qui vous préoccupent. Donc, je vais laisser la parole du coup à l'expert comptable. Et bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et on y répondra à peu près au fur et à mesure. Je crois qu'il y a 3 parties et on prendra un temps après chaque partie pour répondre aux questions. Très bien. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Bonjour. Et enchanté. Donc, moi, c'est Benjamin et voici Jules. Du coup, on est tous les deux conseillers chez l'expertcomptable.com. Moi, plutôt sur la partie création et Jules, plutôt sur la partie gestion comptable et optimisation fiscale aussi. Ça nous arrive. Ouais, c'est lui qui va dire les choses compliquées tout à l'heure. C'est moi. Alors du coup, juste pour se présenter au niveau de l'expertcomptable.com, faut savoir que nous, on est spécialisé dans la gestion de comptabilité qui s'adresse aux consultants, aux freelances. En fait, nous, on s'adresse uniquement à ce type d'activité. Donc d'où aussi ce partenariat qui a été mis en place avec le Hibou. Beaucoup sont dans l'IT par ailleurs, par rapport aux clients qu'on peut avoir. Et tous ont du coup ce point commun de faire de la prestation de services intellectuels. On gère que ce type d'activité-là. Aujourd'hui, on a une offre de création qui est offerte pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore immatriculés. Je reviendrai par la suite sur vraiment notre manière d'accompagner et ce qu'on pourra vous proposer, notamment dans le cadre du partenariat avec le Hibou. Et en attendant, on va se plonger dans la problématique du jour. On rappelle un petit peu là, les premières parties. Rapidement, on va vous dire
déjà un bilan, c'est quoi? Pour ensuite, on va dire plutôt préciser ce qu'on retrouve dans le bilan. Parce qu'on parle d'un bilan en termes général, mais en fait, il y a plusieurs parties. Donc, au moins que vous ayez une bonne compréhension de chacune de ces parties. Puis, on présentera quels sont les frais qu'on peut déduire en ayant vraiment une approche. On va essayer de vous donner le plus possible que vous pourrez déduire sur votre société. Et puis, on se donnera le temps qu'il nous reste pour des questions et pouvoir vous apporter des réponses. OK? Donc, un bilan, c'est quoi? Alors, dans ce qu'on appelle le bilan, en fait, il y a plusieurs éléments. À commencer par le bilan en tant que tel. Le bilan, c'est un état du patrimoine dans le sens où, si on fait une comparaison et qu'on prend vous à titre particulier, c'est ce que vous avez et en contrepartie, c'est comment ça a été financé. Si vous venez d'acheter une maison à 200 000 euros, le bilan, c'est vous avez un patrimoine de 200 000 euros, la maison, et éventuellement, du coup, une dette, si c'était financé par un emprunt bancaire de 200 000 euros. Donc, en fait, en comptabilité, on a toujours une contrepartie, ce qu'on a, et en gros, d'où ça vient. Les bénéfices, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est vraiment un état des lieux à la date de clôture. Donc, pour la plupart du temps, c'est souvent le 31 décembre, mais ça peut être n'importe quand dans l'année. On a aussi le compte de résultat, qui finalement est peut-être même souvent la partie la plus intéressante dans la mesure où ça donne vraiment un récap sur toute l'année, c'est ce qui a été réalisé, tout ce qui a été encaissé et tout ce que vous avez payé comme frais. En gros, du coup, ça va vous donner votre rentabilité et le résultat de l'activité annuelle. Donc, c'est finalement ce qu'on va regarder le plus souvent, c'est ce qui va vous donner votre bénéfice. Et puis enfin, on retrouvera les annexes, donc dans lesquelles on pourra avoir le détail sur, par exemple, qu'est-ce qui a été immobilisé dans la société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir venir amortir comme dépense. Donc tout ça va aider à la bonne compréhension du bilan de manière générale. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as vu quelque chose passer? J'avais vu quelques questions sur les replays, alors les replays effectivement qui seront disponibles à la fin du webinaire. Alors sur la question comment l'expert comptable se différencie de ses concurrents comme Number, ça va principalement être sur finalement la cible client qu'on a. Nous, on a une cible client assez restreinte pour pouvoir justement se spécialiser sur les prestataires de services. Alors c'est pas du conseil informatique, du conseil fiscal, etc. Donc ça peut être en termes de prix et puis de conseils personnalisés apportés pour ce type de structure. Autre différence, Number, ils vont être en capacité de vous accueillir en format physique. Nous, on est vraiment sur un format d'accompagnement complètement digital. Alors, on fait des visios quand même, mais effectivement, pas en physique. On bosse beaucoup en visio. OK. Au niveau des échéances, donc là, on est plutôt dans l'optique de préparer un bilan qui serait au 31 décembre pour ce webinaire-là. Donc, sachez que vous avez jusqu'au 30 avril, en fait, pour finaliser votre bilan. Alors, quand je dis vous, généralement, c'est plutôt le comptable. J'espère que vous êtes accompagné, en tout cas. 30 avril et même jusqu'au 15 mai pour le dépôt de l'alias fiscale. Donc, en fait, on a un petit peu plus de temps pour les clôtures au 31 décembre, tout simplement parce que la plupart des entreprises se basent sur l'année civile pour faire ce bilan-là. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un bilan, par exemple, au 31 mars. Et dans ce cas-là, il faut savoir qu'on a 3 mois. Donc, au 31 décembre, on a 4 mois. Et pour le reste de l'année, on a 3 mois pour la préparation du bilan et déposer l'ensemble de ces éléments aux impôts. Okay. Donc, je vais laisser la parole à Jules qui va vous expliquer plus dans le détail ce qu'on va trouver dans le bilan, le compte des résultats et les autres documents. Tout à fait, je te remercie. Alors, pour commencer, donc, comme Benjamin a dit un peu plus tôt, au niveau du bilan, donc on a plusieurs éléments. Le bilan, on va avoir donc l'actif, le passif et le compte de résultats, pour ce qu'on appelle le bilan au global. Côté actif, tout simplement, ça va être ce que possède votre société. Dedans, on va retrouver le capital. On peut aussi appeler ça finalement le patrimoine de la société. Donc, on va retrouver les immobilisations. Donc, pour rappel, les immobilisations, ça va être des achats, en général, en tout cas pour nos clients, principalement du matériel, par exemple du matériel informatique, un ordinateur, dont le montant d'achat hors taxe est supérieur à 500 € et qui a pour but d'être utilisé pendant un certain nombre d'années, mais qui n'est pas destiné à être revendu. Ce n'est pas de la marchandise qu'on achète et qu'on revend dans le but de faire une plus-value. Là, c'est vraiment pour l'utilisation de la société. Donc, on va avoir ces immobilisations-là. Ça peut être aussi des immobilisations qu'on appelle incorporelles, c'est-à-dire peut-être par exemple des licences ou j'ai principalement la licence les logiciels qui me vient à l'esprit. Et en immobilisation financière, on peut avoir par exemple l'achat de titres financiers auprès d'autres sociétés. On va également avoir l'actif qu'on appelle circulant, ça va être tout ce qui est créance. Alors par créance,
il faut comprendre les factures que vous allez éditer tout au long de votre exercice comptable, mais qui ne sont pas encore réglées à date de la clôture. C'est tout à fait possible qu'en tant que, freelance, vous facturiez, par exemple, une facture de vente au 15 décembre, mais que vous ayez un délai de paiement de un mois et demi. Donc, au moment de l'établissement du bilan, au 31 décembre, eh bien, cette facture n'est pas payée. Pour autant, elle doit quand même être constatée dans votre bilan, dans votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle du coup une créance. En général, votre comptable valide avec vous ces créances-là pour voir s'il n'y a pas éventuellement un risque d'impayé auprès de vos clients. On va avoir également les disponibilités, ce qu'on appelle finalement la trésorerie disponible sur votre compte bancaire, encore une fois à l'instant T. Il faudra bien toujours aussi garder à l'esprit que ce que vous avez sur le compte bancaire au 31/12 ne sera pas forcément et ne sera pas complètement égal à votre résultat comptable, notamment du fait qu'il y ait une présentation des chiffres au niveau de la comptabilité, il y a des opérations qui font que on va créer de la charge. Par exemple, ça va être les amortissements sur les immobilisations qui n'ont pas il n'y a pas de mouvement de trésorerie par rapport à ces amortissements-là. Pour autant, ça va jouer sur le résultat de votre société. Donc, logiquement, la trésorerie de votre société, elle va être censée être corrélée à votre résultat comptable, mais ne sera jamais égale. Pour revenir juste sur la petite question de l'intérêt du décalage d'exercice comptable, l'intérêt d'un exercice comptable décalé, ça va être de pouvoir avoir le bilan peut-être plus rapidement, parce que quand on est au 31/12, finalement, tout le monde clôture quasiment au 31/12, donc les délais de production du bilan et de présentation sont en général un peu plus longs. Après, il n'y a pas forcément d'intérêt que ce soit sur une date ou une autre, hein. Ça dépend notamment de vous, quand est-ce que vous souhaitez clôturer. Peut-être que vous souhaitez avoir des comptes à présenter à une certaine date. Dans ces cas-là, il faut... Alors, ça peut aussi être effectivement lié à l'activité. Si vous avez une activité saisonnière, ça peut être intéressant de présenter un bilan à une certaine date. Je suis déjà client chez Expert Comptable depuis 2 ans. Est-ce utile que je reste présent à ce webinaire? Normalement, les informations qui vont être présentées aujourd'hui, alors déjà, merci d'être client chez nous, mais normalement, ces informations-là, effectivement, vous devriez déjà les avoir. Vous pourrez peut-être checker le webinaire en rapide si vous voulez être certain, mais a priori, je ne suis pas sûr que vous appreniez grand-chose. Par Manon Carvalho, sûrement. Très bien, très bonne comptable. Pour passer au côté passif. Alors, on a pour le coup dans le passif les capitaux propres. Et ça va nous indiquer les ressources et dettes de la société. Alors, les capitaux propres, c'est un peu spécifique. Ça va prendre en compte votre capital social, les réserves de votre société et le résultat de l'exercice en cours. Ces capitaux propres vont nous permettre de savoir si votre société, entre guillemets, est en bonne santé ou pas. C'est-à-dire que ces capitaux peuvent être négatifs. Et par négatif, c'est pas forcément quand ils sont en moins, c'est à partir du moment où vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié de votre capital social. Par exemple, si on prend l'exemple dans cette diapo, on a un capital de 2 000 €. Si jamais, en capitaux propres, votre société se serait retrouvée à moins de 1 000 €, on aurait été dans une situation de capitaux propres négatifs, c'est-à-dire que votre société doit faire des formalités spécifiques pour indiquer qu'on est dans une situation de capitaux propres négatifs. Et il y a une mention également qui s'ajoute sur le CABIS suite à ces formalités. Ce n'est jamais une situation très agréable. Alors, il y a toujours possibilité dans certains cas de sortir de cette situation, mais c'est important de surveiller ces capitaux propres à la fin de l'année. On va également avoir tout ce qui va être dette, donc tout ce qui va être des emprunts auprès des organismes bancaires, des dettes auprès de fournisseurs, des dettes fiscales. Donc par dette fiscale, on entend tout ce qui va être l'URSSAF notamment. Donc tout ça, ce sera indiqué dans le passif du bilan. Comment décaler à la fin d'un exercice sur le 31/12 et qu'on veut boucler plutôt au mois d'août, par exemple, l'exercice en cours est décalé ou on clôt l'exercice en cours et c'est le prochain immédiat qui est décalé. Alors, pour le coup, ça peut être un peu les deux solutions. Soit, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un exercice court, donc faire un premier bilan, donc admettons un bilan 31 août, et demander un second bilan 31/12, donc il faut faire la formalité de changement de date de clôture, qui est une formalité juridique en complément. Donc ça veut dire qu'on va avoir finalement 2 bilans sur l'exercice, sur l'année civile, entre guillemets. Ou alors, on peut tout simplement décider d'avoir un exercice long, donc une première clôture 31 août, et sur l'année prochaine, décider de clôturer au 31/12, ce qui veut dire qu'on aura un exercice de plus de 12 mois, ce qui est possible uniquement dans ce cas de changement de date de clôture. La seule chose qui est impossible, c'est de dépasser 2 fois la date du 31/12 sans jamais à faire un seul bilan. Dans ces cas-là, ce n'est pas possible. Mais sinon, après, c'est un peu comme vous le souhaitez.
J'ai demandé une optimisation, un schéma d'optimisation fiscale holding. Malheureusement, rien n'a été fait depuis quelques mois. Mon conseil n'est pas intéressé. Du coup, Thomas qui est client chez nous. Thomas fera peut-être nous renvoyer un mail en privé pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose. oui, Là, effectivement, tout de parce suite, ça va être compliqué. parce qu'effectivement, on a un pôle spécialisé sur la partie optimisation et création de schémas avec holding, SCI, etc. Donc, effectivement, il faudra qu'on revoie ça ensemble. Ensuite, sur le bilan, on a le compte de résultat. Alors, c'est peut-être la partie qui va le plus vous intéresser parce que ça va être le plus parlant pour vous. Dans ce compte de résultat, vous avez notamment la partie chiffre d'affaires. Donc, il faudra bien garder à l'esprit que tout est présenté hors taxe toujours. On réfléchit toujours hors taxe en comptabilité. Donc, on a le total de vos produits d'exploitation, donc finalement de votre chiffre d'affaires. On va avoir le total de vos charges et ça va nous permettre d'obtenir le fameux résultat. Le résultat d'exploitation, donc en général qui est avant impôt sur les sociétés. C'est sur donc ce résultat que va être calculé l'impôt sur les sociétés, pour rappel, qui est de 15% jusqu'à un résultat de 42 500 € et 25% au-delà. Encore une fois, si vous avez un exercice court ou un exercice long sur une année, ce taux à 25% est proratisé en fonction du résultat et du nombre de mois de votre année. Et donc à la fin, on va retrouver le bénéfice ou la perte de la société à date de clôture du bilan. Et ce bénéfice, on peut aussi appeler ça du bénéfice distribuable. On peut soit choisir de le mettre en réserve, de le prendre en dividende. Après, ça va aussi dépendre de votre stratégie de rémunération et du type de structure de votre société. La distribution de ce résultat, ou en tout cas l'optimisation du résultat, ne se fera pas de la même façon si vous êtes en SASU ou en URL, par exemple. Oui, je me trompe de touche à chaque fois. Donc pour la partie 3, je vais te laisser commencer, Benjamin, et je reprendrai la suite vers le milieu. Alors, du coup, petit point, on va se focaliser maintenant sur toutes les charges que vous allez pouvoir déduire dans le cadre de votre activité, en se focalisant, en partant du principe que vous êtes dans une activité de prestation de service, du coup. Donc, rappel d'un grand principe, pour qu'une charge soit déductible, il y a 3 critères qu'on voit apparaître dans cette diapo. 1, dans l'intérêt de la société. 2, lié à l'activité professionnelle, et 3, justifiable auprès de l'administration. Alors, la troisième, on la comprend bien, c'est d'avoir une facture, un justificatif d'achat, tout simplement. Chaque dépense doit être associée à un document comptable. Ensuite, lié à l'activité professionnelle, c'est-à-dire que on ne va pas pouvoir passer des dépenses personnelles en comptabilité de votre société, ça c'est pas possible. Et dans le cas où on pourrait trouver un lien avec l'activité professionnelle, il faudrait quand même que ça reste dans l'intérêt de l'entreprise, d'accord ? Dans le sens où vous n'allez pas appauvrir la société pour une dépense qui pourrait paraître somptuaire, pour un local beaucoup trop important, pour du matériel dont vous n'avez pas besoin, par exemple, même si on pourrait voir un lien avec l'activité professionnelle. D'accord ? En cas de doute, évidemment, le mieux c'est d'en discuter avec son comptable, mais on pourra vous conseiller, ou n'importe quel autre comptable. Dans tous les cas, c'est des questions de bon sens, hein, comme on en fait mention dans la diapo. On ne va pas avoir des dépenses qui sont complètement, je pense notamment au cadeau client, on va en parler. Des fois, on nous demande est-ce que je peux faire ce cadeau client à quelqu'un avec qui finalement on n'a pas tant échangé que ça dans l'année. Là, c'est pas justifiable. Alors, on peut faire des beaux cadeaux aux clients qui nous rapportent beaucoup. Là, du coup, c'est plus justifié. Voilà pour le principe. Brian, qu'est-ce qu'il y a de mieux entre SASU et URL? C'est une question complexe sur le principe. Alors, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, où vous en êtes dans la création de société. Est-ce que vous avez le pôle emploi? Quelle est votre stratégie de rémunération? De combien vous avez besoin tous les mois? Quelle est la composition de votre foyer fiscal, etc. Et au niveau du bilan, encore une fois, ça va dépendre de cette fameuse stratégie de rémunération, voir ce qu'il est le mieux de faire pour vous. Il n'y a pas de réponse universelle entre SASU et URL, c'est vraiment spécifique et ça demande en général une étude. Et au niveau du bilan, alors ça rejoint aussi la deuxième question d'Amor, EURL, SASU, SARL, SAS pour les formats où il y a plusieurs associés, ça va être les mêmes règles comptables, dans le sens où tous les frais là qu'on vous présente et tout ce qu'on vous présente également sur le bilan, c'est la même chose, c'est les mêmes règles. C'est vraiment votre statut social en tant que dirigeant qui va du coup apporter des choses qui vont changer au niveau des protections sociales et du coup de la rémunération. Donc, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, mais les règles qu'on vous explique là sont les mêmes pour l'URL et pour la SASU. Exactement. Il y a aussi une question sur les 15-25%. Alors, ce n'est pas valable que sur une SAS, c'est valable sur tout type de société à partir du moment où votre capital social est entièrement libéré. Si votre capital social n'est pas entièrement libéré, pour le coup, vous ne pouvez pas appliquer ce taux réduit de 15%.
Question CESU versus URL, ça prend un webinaire pour répondre? Oui, au moins, au moins un webinaire ou au moins une étude vraiment personnalisée, alors que ce soit au moment de la création ou plus tard dans le développement de votre activité, de votre stratégie de rémunération. En tout cas, il faut pas mal d'informations personnelles pour pouvoir y répondre. L'hébergement d'une application sur le cloud peut être considéré comme frais? Oui, si cette application a un intérêt professionnel, les frais liés à l'utilisation de cette application peuvent être considérés comme une charge. On va vous expliquer là tous les frais, on va les passer. En fait, on a fait un détail sur les frais. Vous allez retrouver, je pense, 95% des frais classiques. Et puis, une fois qu'on aura fait cette présentation, on reprendra les questions qui seront plus sur un frais en particulier. C'est ça. Parti. Et alors, c'est juste pour finir la question sur le capital social libéré, simplement quand vous créez votre société, pour libérer le capital, en général le capital est d'abord versé à un notaire qui ensuite le verse sur le compte bancaire professionnel. Mais vous avez possibilité d'avoir un capital qui est partiellement libéré, c'est-à-dire que vous ne versez qu'une seule partie de cette somme, ce qui n'a pas forcément d'intérêt, sauf si vous avez vraiment un gros capital et vous n'avez pas les fonds pour le déposer tout de suite. Mais si vous ne déposez pas l'entièreté de ce capital, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier du taux à 15% au moment de la création et sur les années à venir, tant que vous n'avez pas versé l'entièreté du capital sur votre compte bancaire professionnel. Yes. Moi, je vois François qui nous dit peut-être des fois on répond trop aux questions au fur et à mesure. On va essayer de se focaliser sur les frais et puis on reprendra à la fin de cette partie-là les questions qui vont porter sur les frais. OK ? Donc, on va commencer par les frais liés au siège social, c'est-à-dire liés à l'hébergement de votre société. Donc, à condition qu'elle soit évidemment domiciliée chez vous. Et c'est là que du coup, ça devient intéressant parce qu'on peut faire passer finalement une cote par loyer. Alors, le terme cote par loyer n'est pas seulement c'est pas seulement pour les locataires, c'est aussi pour un propriétaire. L'idée, c'est que dans ce cas-là, on va valoriser en fait la surface qui serait utilisée par la société, donc qui correspond logiquement à un bureau, un espace de travail, une pièce, donc entre 10 et 20 mètres carrés. Dans la logique, c'est pas plus de 30% du logement total. Et sur la base de cette surface-là, pouvoir refacturer à sa société une partie, alors soit du loyer que vous payez à votre propriétaire, ou soit si vous-même êtes propriétaire, en fonction de la valeur locative qu'on trouvera sur des bases de données comme seloger.com pour justifier ce montant-là. Donc c'est toujours intéressant puisque ça permet de ressortir entre 2, 3, même jusqu'à 500 € de loyer par mois, sachant que ça ne passe pas par de la rémunération, donc ce n'est pas assujetti à cotisation sociale. Mais point d'attention, il faut quand même l'avoir en tête, à partir du moment où vous mettez en place ce mécanisme, c'est quand même à déclarer sur l'IR perso. D'accord ? C'est des revenus fonciers. Ça reste souvent intéressant puisque c'est généralement autant d'impôts que vous ne payez pas sur la société, mais en même temps, ça vous permet de vous facturer des frais sans que ça passe par de la rémunération. Donc ça va être une grosse partie des frais qui sont liés à l'hébergement de la société. Et puis de la même manière, on va pouvoir retrouver, si vous payez une connexion Internet à la société, elle va en profiter, donc on va pouvoir leur facturer. Pareil pour une ligne téléphonique. Alors, je sais pas, la plupart de nos clients fonctionnent avec leur numéro perso, donc on va pouvoir le mettre pareil sur la société. Même idée par rapport à la notion de quote-part, on va la retrouver sur l'électricité, gaz, tout ce qui va être lié à l'énergie. Donc, l'idée, c'est de dire si vous utilisez 20% de votre domicile pour l'activité professionnelle, logiquement, il y a 20% de la facture de chauffage, par exemple, qui pourra aussi être passée sur la société. D'accord ? Donc, ça plus ça, potentiellement aussi la taxe foncière pour les propriétaires, pareil, avec une logique de quote-part, ça va nous représenter généralement entre 3 000 et 5 000 € à l'année. Donc, c'est vraiment un levier sur lequel nous, on n'hésite pas à activer pour optimiser votre bilan. Pas mal de questions sur les frais. Pas mal de questions sur les frais au siège social. On va essayer d'y répondre assez rapidement, sinon on va y passer beaucoup de temps. Wow. Changement de siège social est-il complexe? C'est une formalité juridique. Si vous le faites toute seule, sans accompagnement, et que vous n'avez pas spécifiquement de connaissances sur les formalités juridiques, oui, ça peut vite devenir complexe et un problème si la formalité est mal faite. Mais en général, en tout cas, dans notre cabinet comptable, on a un service juridique qui propose justement d'effectuer ces formalités. Pour vous, c'est transparent. Donc pour vous, ça n'aura pas forcément d'impact. Les frais liés au siège social, c'est valable aussi pour une CSU à l'IR. Oui, mais à voir s'il y a vraiment un intérêt, sachant que sur la CSU à l'IR, vous êtes imposé directement sur votre résultat fiscal qui est réintégré dans votre impôt sur le revenu. Et sur la partie quote-part de loyer, eh bien, ce sont des revenus locatifs qui sont également à soumettre à l'impôt sur le revenu. Alors peut-être sur le régime microfoncier si jamais si vous ne dépassez pas les seuils, mais c'est un calcul qui se fait pour voir si ça peut être intéressant, mais oui, c'est faisable.
Êtes-vous des comptables ou des experts comptables? Alors, je vois que la question, j'ai déjà vu la question un peu plus haut, je vois que ça intéresse beaucoup nos clients. Alors, de notre côté, on est comptable. Alors après, rassurez-vous, on n'a pas besoin d'être expert comptable pour pouvoir conseiller, faire du conseil financier ou sur du montage. Chez nous, les experts comptables vont intervenir pour les validations de dossiers, pour certains sujets vraiment spécifiques ou en cas de questions très particulières, mais la plupart des éléments qu'on vous présente, en tout cas aujourd'hui, sont gérés par n'importe quel comptable au sein de notre structure. Et si la question portait sur l'expertcomptable.com, évidemment, on est bien expert comptable, inscrit à l'ordre des experts comptables de Paris. C'est ça. Les personnes chez un bailleur social ne peuvent pas mettre le siège à leur domicile, je crois. Alors, chez un bailleur social, oui, sauf exception, on peut demander l'autorisation, mais c'est vrai que c'est rarement autorisé. Tout à fait. Dans le cas d'un logement loué pour pouvoir travailler sur Paris, car je vis à Montpellier. Alors, quand vous intervenez sur des missions qui sont loin de chez vous, il est plutôt conseillé même si c'est plus cher, ça peut paraître incohérent au niveau de l'administration fiscale, mais il est plus facile de prendre, par exemple, une chambre d'hôtel plutôt que de louer un appartement à titre perso pendant 1 mois, parce que l'administration fiscale considère que c'est un logement dans lequel vous pouvez vraiment habiter, qui est un lieu d'habitation et pas tant finalement une sorte d'étape pour vous rendre sur le lieu de travail. Donc, on va plutôt vous conseiller effectivement éventuellement un Airbnb ou plutôt une chambre d'hôtel avec une facture au nom de votre société, ce qui est beaucoup plus facile avec un hôtel que pour un Airbnb, plutôt que de vraiment louer un logement en tant que tel auprès d'un bailleur classique. Cette part de loyer est-elle au fait de faire du télétravail ou pas? Oui, vous pouvez passer cette quote-part de loyer si vous faites du télétravail, parce que justement, vous utilisez une partie de votre domicile personnel à des fins professionnelles. Et si vous déclarez des frais kilométriques tous les jours, on peut déclarer votre quote-part de loyer en plus. Oui, tout à fait. Ça ne vous empêche pas de temps en temps de travailler chez vous également. Peut-on refacturer toute la facture Internet et téléphone? Donc ça, on en reparlera juste après. Pareil pour les frais d'électricité. Donc ça rentre dans le cadre des quotes-parts. Effectivement, on peut les refacturer aussi. Je suis passé par une société de domiciliation pour l'adresse du siège social de ma société. Malgré tout, j'ai un bureau chez moi pour travailler. Puis-je tout de même faire payer une partie de mon loyer? Non. Si votre société, le siège social de votre société est domicilié commercialement, pour le coup, le siège social n'est pas la même adresse que votre adresse personnelle. Donc, vous ne pourrez pas passer de quote-part sur le loyer. Après, je pense qu'on va faire vont se rejoindre. On va se rejoindre, effectivement. Je vais pas passer une partie de loyer sur mes notes de frais. Est-ce que je peux faire un rattrapage sur l'année? Tant que le bilan n'est pas clôturé, vous pouvez rattraper les frais qui n'ont pas encore été enregistrés et remboursés sur le moment. Donc ça, effectivement, vous pouvez faire une régule au moment de l'établissement du bilan. Et est-ce que les ICA sont déclarés dans l'IR perso? Non. Ce sont simplement des frais que vous remboursez qui permettent de compenser finalement. On en reparlera aussi pour les ICA un peu plus tard, mais la réponse est non. La réponse est non. De manière générale, quand vous remboursez un frais à titre perso, c'est pas de la rémunération, donc il n'y a pas de raison que vous le déclariez ça sur votre rémunération, sur vos impôts. Donc dès que vous remboursez un frais, que ce soit une avance par rapport à un ordinateur que vous avez acheté personnellement, que ce soit un remboursement d'indemnité kilométrique, ça rentre pas dans votre impôt perso. C'est vraiment pour compenser une dépense que vous avez fait à titre perso, ce qui s'entend pour les ICA, parce que finalement, vous avez payé à titre perso le carburant, l'assurance, l'entretien du véhicule, et justement, le fait de se rembourser les indemnités kilométriques compense ces dépenses que vous avez faites à titre perso. Ce n'est pas du revenu en tant que tel. Alors ensuite, on a les frais liés au déplacement et frais de bouche. Alors, tu as répondu à pas mal de questions. Si je me lance sur la diapo. Je veux bien te laisser la main sur la suite. Bon, alors du coup, pour ceux d'entre vous qui ne font pas que du télétravail et qui... de temps en temps, vont aller voir leurs clients, vont prospecter. Évidemment, tout ça, c'est des frais déductibles pour votre société. Alors, quand on dit frais déductibles, c'est-à-dire que ça passe directement par le compte de votre société. C'est ce qu'il y a de plus simple en matière de gestion. Vous utilisez tout simplement votre compte professionnel. Donc là, ça va être les transports en commun. Pour ceux qui sont en région parisienne, le pass Navigo. Si vous prenez l'autoroute, les péages, les parkings, pareil, ça va être la même logique. C'est des frais déductibles. Et puis, on en parlait, pour des déplacements qui vous obligent à rester longtemps sur place, un Airbnb, un hôtel, un appartement, c'est également considéré comme un frais déductible. Voilà, donc il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Pour le cas où vous êtes amené à vous déplacer, ça induit logiquement aussi de pouvoir manger au restaurant de temps en temps. Donc, à distinguer le repas d'affaires, c'est-à-dire celui que vous allez partager avec votre client, votre fournisseur, votre partenaire, bref, un repas que vous allez partager dans le cadre de votre activité. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de déductibilité fiscale. On va intégrer 100% de la dépense dans le bilan.
Par contre, il faut le distinguer du repas perso, c'est-à-dire le repas que vous pouvez prendre. Alors, vous pouvez passer des restaurants que vous prenez vous tout seul sur un temps de midi, par exemple, mais là, on a une limite de déductibilité fiscale. Donc, il faut bien distinguer les deux. Mais le principe général, c'est quand je suis en déplacement, ma société peut prendre à sa charge les frais de repas. Petit tip, si jamais vous invitez un client à un restaurant, n'hésitez pas à mettre le nom de ce client sur le ticket de caisse. En cas de contrôle, ça vous permettra de vous rappeler avec qui vous avez déjeuné et pourquoi cette note de frais indique 2 couverts. Le contrôleur pourrait très bien dire que vous avez invité votre compagnon, votre compagne, et dans ces cas-là, ça ne passe pas. Alors que si c'est vraiment un client pro, effectivement, ça peut se justifier. Ouais. Ça permet de faire le lien facilement avec un agenda, une boîte mail. C'est aussi bien d'avoir ce genre de traces-là. Est-ce qu'on refait un petit tour sur les questions sur cette partie-là? Qu'est-ce qu'on avait? Alors, qui envoie le bilan, le changement d'adresse? Alors, le bilan, en général, c'est votre cabinet comptable qui va transmettre tout à l'administration fiscale. Changement d'adresse, chez nous, on a un service juridique qui fait les formalités. Simplement, si vous passez par un service juridique ou n'importe quel organisme, logiquement, vous avez juste des documents à signer et eux s'occupent de la transmission auprès du greffe. Les dividendes sont-elles considérées comme de la rémunération? C'est une bonne question et la réponse est non. Les dividendes sont des RCM, des revenus de capitaux mobiliers, et non pas de la rémunération classique comme du salaire via des fiches de paye ou de la rémunération en tant que gérant de URL. Au niveau de l'imposition, c'est 2 choses différentes. Donc en soi, c'est quelque chose qui revient dans votre poche à la fin, je suis d'accord, mais c'est pas à considérer comme de la rémunération en tant que telle. D'ailleurs, vous, par exemple, vous ne cotisez pas pour la retraite sur vos dividendes, alors que sur du salaire, vous cotisez pour la retraite. J'ai application Time pour le remboursement de frais. On effectue un simple virement. Il y a François qui a répondu. Effectivement, merci François. Vous pouvez faire une note de frais sur Time et ensuite, une fois cette note de frais est effectuée, vous pouvez vous la rembourser directement sur votre compte bancaire perso. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément la question, parce que nous, on utilise Time tous les jours, mais alors, pour info, nous, en fait, pour vous accompagner, on vous met à disposition un logiciel qui vous permet de gérer justement tout cet aspect-là, tous ces aspects de frais, qui vont remonter facilement avec soit une prise de photo, on a les applications, et donc l'idée de Time, c'est de vous fournir un logiciel qui vous permet de faire vos factures, vos notes de frais, les indemnités kilométriques, etc. Donc voilà ce que veut dire Time dans le message de Yacine. Oui, c'est effectivement notre. Tu fais bien de préciser, j'avais pas percuté. Pour les déplacements étrangers, qui est justificatif de t'en fournir, ça dépend du pays. Parfois, ça peut être compliqué d'avoir une facture, etc. Alors, effectivement, on a parfois quelques clients qui ont fait des voyages sur un autre continent et on n'a pas forcément les mêmes règles fiscales, les mêmes règles comptables, donc on n'a pas forcément non plus les mêmes justificatifs. En général, c'est toujours quand même possible de récupérer une facture, mais si vous allez au restaurant, je sais pas, j'avais un exemple d'un client qui était allé en Tunisie et qui allait au restaurant, mais il n'avait pas forcément de ticket. Tant pis, on fera 100. Si on voit la ligne apparaître sur le compte bancaire pro et qu'on arrive à comprendre que c'est des frais de restauration, on pourra quand même les passer en temps de déduction sur le bilan. Par contre, évidemment, il ne faut pas que ce soit des montants très élevés et sans justification particulière, mais sinon, c'est le même principe que pour les frais en France. Pour le repas d'affaires, peut-on inviter le client à un bar, par exemple? Oui. Alors, encore une fois, vous pouvez très bien acheter une bouteille de champagne suite à une conclusion de contrat. Le but n'étant pas d'inviter tout le monde et sur des proportions énormes non plus. Après, sur la formalisation, ça va être pareil. Si vous mettez le nom de votre client sur le ticket de caisse et que vous prenez en photo ça dépend de la façon dont vous travaillez avec votre comptable, mais si sur le ticket, il est bien indiqué que c'est dans le cadre d'une invitation client et que vous mettez le nom du client concerné, ça pourra passer. Est-ce que le fait d'utiliser directement la CB Pro pour le repas perso ne complexifie pas la compta par rapport à la part non déductible pour les repas perso? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une règle. La partie déductible des repas sur la société, c'est une règle fiscale donnée par l'URSSAF qui est assez peu disons qu'elle est assez peu vérifiée en cas de contrôle, c'est assez compliqué. Donc concrètement, au contraire, c'est plus simple d'utiliser directement la carte bancaire de la société pour tous vos frais, plutôt que votre carte perso, parce que si vous utilisez votre carte perso, ça vous oblige ensuite à faire une note de frais et ensuite à vous rembourser. De toute façon, pour vous donner un ordre d'idée, sur un exercice de 12 mois et pour un dirigeant,
il faut compter des frais de repas sur une enveloppe d'environ 3 500 € au maximum, sans compter les invitations clients. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de marge, ça vous donne un ordre d'idée. En dessous de 3 500, si vous avez un contrôle, c'est très rare que le contrôleur vienne fouiller en gros dans le compte. Ça ne sera pas un impact, encore une fois, rétrospectivement en fonction de votre chiffre d'affaires. Ça rejoint la question de... Je crois qu'il y a... Ah, pardon. Hop, désolée pour ça. Je crois que la question portait surtout sur l'usage de la CB Pro dans le cadre de dépenses perso. Ah, pardon. Alors oui, non. Alors si c'est pour Oui. dans ces cas-là, bien vu. Si vous avez des achats perso, n'utilisez jamais la CB Pro. Sinon, après, il va falloir que vous remboursiez à votre société ce type d'achat. Je pense par exemple aux frais de pharmacie, par exemple. Si jamais, donc c'est pour du perso, hein, concrètement. Si vous utilisez la carte bancaire de votre société pour ce type d'achat, après, il faudra rembourser votre société via un virement de votre compte bancaire pro vers le compte bancaire perso. Les autres questions portaient du coup sur le montant. Donc, il y a effectivement un plafond qui nous est donné par Sylvain de 15,20 € par jour. Donc, comme Jules vous disais, on va plutôt raisonner sur un montant annuel en dessous duquel il y aura vraiment pas trop de problèmes en cas de contrôle. C'est ça. Voilà. Il y a toujours une différence entre la règle donnée, notamment par l'administration fiscale, donc là pour le coup par l'URSSAF, et la réalité applicable, où effectivement, même si vous passez un repas à 17 € pour un midi et que vous êtes seul, la charge déductible qui sera enregistrée dans votre société sera de 17 €. Il n'y aura pas forcément de régularisation sur ce point-là. Donc ça, c'est pour les limites. Donc, essayez me demande d'envoyer le bilan et le changement d'adresse au greffe via l'INPI. Je me demande si c'est inclus dans votre offre. Nous, si vous êtes client chez nous, à partir du moment où vous êtes client, tout ce qui est bilan, et si vous passez par votre service juridique, tout ce qui est formalité juridique, on s'occupe de tous les dépôts auprès des organismes. Donc, vous, de votre côté, vous n'avez simplement que des documents à signer et rien à transmettre. Les questions sont plus trop sur les frais de... On va repasser sur la prochaine diapo. On verra sur les prochaines. Frais liés à la communication au matériel. Donc ça vous... disons que c'est plus logique généralement, parce que là, c'est pas des choses qu'on va prendre en charge spontanément à titre perso, en tout cas dans un cadre hors professionnel. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Évidemment, tout ce qui va être des dépenses au marketing, publicité, pour ceux qui feraient, je sais pas, de l'AdWords ou des choses comme ça. Un site internet, évidemment, les frais de création, d'hébergement, de maintenance, évidemment, tout ça, c'est des charges déductibles. Et puis tout ce qui va être abonnement à des logiciels, Adobe, Google, LinkedIn, peu importe, là, tout ce qui va être purement professionnel, évidemment, on va le passer sur la société. Puis même chose côté matériel, votre matériel principal, ça va rester votre ordinateur, donc il est logique de pouvoir trouver du bon matériel informatique de votre côté. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci en termes de montant. Vous pouvez avoir du bon matos, il n'y a aucun problème. Et puis pour aménager votre bureau, pareil, vous pouvez avoir une chaise de bureau, des meubles, etc. Ça, c'est logique également. Donc c'est bien des frais déductibles. Pour le bureau, mettons quand même une petite limite. On parle d'un bureau de travail, on ne parle pas forcément d'un énorme bureau en bois massif qui va coûter 7 000 €. Il faut toujours, encore une fois, rester dans la logique. Exactement. En fait, il faut toujours vous poser la question, cette dépense-là, qu'est-ce que ça apporte à ma société? Donc, si on réfléchit en termes d'administration fiscale, il faut toujours que chaque dépense ait un intérêt pour la société, dans le but d'avoir plus tard un chiffre d'affaires supplémentaire ou d'avoir une plus-value sur ce que vous avez dépensé. Il n'y a pas de perte sèche au niveau de l'administration fiscale. En tout cas, sauf cas très particulier. Est-ce qu'on passe à la slide suivante avant les questions? Allez, on va passer à la slide suivante. Les cadeaux clients. Alors, les cadeaux clients, ça va être assez rapide. Concrètement, vous pouvez faire des cadeaux à vos prestataires, à vos sous-traitants, aux clients, etc., avec les personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Encore une fois, en restant cohérent par rapport à ce que ça vous apporte en termes de chiffre d'affaires sur votre société. Petite règle spécifique par rapport à la TVA. Si vous avez des cadeaux de plus de 74 € hors taxe, vous ne pouvez pas déduire la TVA sur ces cadeaux. Donc en soi, ça reste une charge déductible. Simplement, on ne pourra pas considérer la TVA sur cet achat. Donc, ce sera 74 € hors taxe, tout à fait, par bénéficiaire et par cadeau. C'est tout. Après, les cadeaux, ça peut être plusieurs formes. Ça peut être des cartes cadeaux, ça peut être des bouteilles, ça peut être du chocolat. Tout ce que vous voulez, tant qu'on reste cohérent en termes de montant. Pour les autres frais déductibles, on a tout ce qui va être formation. Alors, important, les formations, si vous voulez augmenter votre TGM, ça peut justifier notamment par des nouvelles formations.
Et il faut savoir que ces formations, si vous arrivez à récupérer, ce qui est généralement le cas quand vous êtes auprès d'un organisme classique, si vous récupérez une attestation de présence à ces formations, on va pouvoir venir constater un crédit d'impôt. Crédit d'impôt qui s'imputera directement sur l'impôt sur les sociétés de votre société, du coup. Alors, c'est un calcul qui se fait en fonction du nombre d'heures suivies dans la limite de 40, multiplié par le taux actuel du SMIC, et le tout multiplié par 2. En gros, au maximum par an, en crédit d'impôt formation, on peut approcher les 900 € à peu près. Les CESU, donc encore une fois, formation dans l'intérêt de l'activité. J'entends bien, ne passez pas votre permis moto, par exemple, sur la société si vous faites de la prestation de service classique. Les CESU préfinancés. Alors les CESU, toujours intéressant, les CESU, en tout cas si vous en avez une utilité à titre perso. Concrètement, ce sont des chèques que vous pouvez acheter directement par la société dans une limite de 2301 € par an. Et ce sont des chèques que vous allez pouvoir utiliser à titre perso pour tout ce qui va être service à la personne. Par exemple, une personne qui va venir faire du ménage chez vous, de la garde d'enfants, du jardinage, etc. Donc, plutôt intéressant parce que ça vous évite de sortir de l'argent à titre perso. Vous le financez par la société. Et en plus, ça vous ouvre droit à un crédit d'impôt, ce qu'on appelle un crédit d'impôt famille, à hauteur de 25% des sommes engagées par la société. Donc, si vous en avez l'utilité, encore une fois, n'hésitez pas. En général, ces chèques sont millésimés sur l'année en cours. Donc, pensez à bien les utiliser avant la fin de l'année. Bon, après, la plupart des organismes, si jamais vous arrivez à la fin d'année, il vous reste encore un peu de chèques, font en sorte de vous les remplacer par des nouveaux chèques utilisables sur l'année suivante. Mais en tout cas, 2301 € par an par dirigeant. Donc, c'est quand même par société, pardon. Ce qui est plutôt intéressant. Quid des chèques cadeaux et des chèques vacances, Jules? Ah, ça c'est toujours la grande question. Alors les chèques cadeaux, pas de problème entre guillemets si vous en offrez à des prestataires, partenaires, des clients ou autres, c'est pas un souci. Alors pour l'attribution à titre perso, c'est quand même pas terrible. Si c'est vraiment pour vous à titre perso, ça ne se justifie pas vraiment. Les chèques vacances, pourquoi pas, mais il y a une règle spécifique. Si vous voulez vraiment éviter tout risque au niveau de l'administration fiscale, lorsque vous allez acheter des chèques vacances, vous pouvez avoir une partie financée par la société pour un maximum de 512 €, donc qui correspond à 50% finalement de ce que vous allez devoir payer. Prenons un exemple tout bête. Vous voulez 1000 € de chèques vacances, eh bien, vous pouvez payer 1000 € avec la société pour les acheter. La société en prend en charge 50%, donc 500 € dans la limite de 512 €, donc là ça passe. Par contre, il vous faudra rembourser 500 € à votre société. Autre exemple, si on veut 1200 € de chèque vacances, la société ne peut en déduire maximum que 512, donc il vous faudra rembourser 600, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là, en tout cas, il faudra rembourser la différence à la société pour être dans les normes au niveau de l'administration fiscale. Donc, chèque vacances, pourquoi pas, mais financé maximum à hauteur de 50% par la société dans une limite de 512 €. Il y a pas mal de questions qui demandent des clarifications sur le lien entre les chèques CESU et le fait d'avoir ou non des salariés. Enfin, c'est vrai qu'il y a une règle. En fait, quand on a des salariés, tu me dis si je me trompe, mais on est obligé de les proposer également. Si vous voulez en prendre à titre en tant que dirigeant, il faut les proposer à vos salariés. Par contre, si vous n'avez pas de salariés, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible à ce mécanisme-là. Vous pouvez avoir des chèques CESU. Même j'avais vu la question, en président de SASU non rémunéré peut avoir des chèques CESU. Tout à fait. Alors, Et ça ne change pas le montant déductible? On reste sur un 2301 € déductible sur la société. Alors, encore une fois, tout ce qui est dit maintenant, c'est hors potentiel changement d'année en année avec les nouvelles lois de finances, évidemment. Mais actuellement, effectivement, 2301 €, salarié ou non pour le dirigeant. Et si vous avez des salariés, eh bien, vous aurez l'obligation de les proposer également. J'avais une toute petite question du coup c'était juste avant quand je dis nom du client indiqué sur les tickets de carte bleue, pardon. Alors c'est soit le nom de la société de votre client, soit le nom du client lui-même. De toute façon, le but c'est vraiment de pouvoir indiquer avec qui vous avez déjeuné, pouvoir le justifier en cas de contrôle. Si une des deux solutions vous permet de vous rappeler plus simplement de qui il s'agit, utilisez-la. C'est une question sur les chèques CESU. Je pense qu'on a répondu aux dernières questions. Ouais, très bien. Parfait. Les honoraires. Du coup, effectivement, les honoraires, alors que ce soit pour la comptabilité, mais pour même un litige juridique, un avocat par exemple, évidemment, là, ça reste des charges professionnelles, donc déductibles sur votre société.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par frais de tiers? C'est les frais légaux qui sont impliqués par exemple, on parlait de changement de siège social ou changement de date d'exercice. Ça implique un changement du coup de statut et une modification du CABIS. Donc là, c'est notamment les frais de greffe et les frais de publication d'annonces légales, qu'on appelle les frais de tiers. Ça reste des charges déductibles. Et puis, comme je vous disais, les honoraires de votre comptable, évidemment, sont des frais déductibles. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer d'être un peu plus sur vos questions. On en a zappé 2-3 pendant la présentation des frais. Ouais, pas mal de questions toujours. Il y avait des questions sur les achats de véhicules, notamment. Là, je vois il y a le cas d'une voiture et plus haut, il y avait le vélo électrique, je crois. Alors, vélo électrique, ah oui, effectivement. Puis acheter un vélo électrique, un vélo non électrique pour mes déplacements. Non, mais... Alors, bon, dans tous les cas, qu'il soit électrique ou pas, oui, vous pouvez acheter un vélo via votre société pour vos déplacements professionnels. Ce sera quelque chose qui sera amorti. En général, on est sur un montant de plus de 500 €. Donc, l'impact fiscal sur l'année N sera assez faible, finalement. Mais c'est tout à fait faisable, notamment si vous êtes dans une grande ville pour vous déplacer, ça se justifie amplement. Crédit d'impôt, combien max? Ça dépend de quel crédit d'impôt on parle. C'était sur la formation. Si on reparle de formation, alors pour à peu près 900 €. En gros, vous prenez 40 heures si vous avez fait au moins 40 heures de formation. Alors, il faut bien que la formation soit finalisée et réglée pour cette année-là. Si vous avez fait au moins 40 heures, eh bien, vous faites 40 par le taux du SMIC et le résultat, vous le multipliez encore par 2. Donc, on arrive à peu près à 900 € et quelques de mémoire. Voici pour le maximum du crédit d'impôt formation, encore une fois. Et la formation peut être délivrée par un organisme agréé? Alors, pas forcément. Ça fonctionne aussi avec les formations. Alors, ça ne fonctionne pas avec les formations en ligne dans le sens où vous n'avez pas de formateur parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer d'attestation. Quand vous êtes inscrit à une formation en ligne sur laquelle vous accédez quand vous voulez et vous faites simplement des exercices, des tests et que ça vous donne une sorte d'attestation à la fin, ça ne comptera pas parce qu'il n'y a pas vraiment une personne qui vous fait des cours, entre guillemets. Il faut vraiment pouvoir récupérer cette attestation de présence à des heures de formation précises, mais ce n'est pas forcément auprès d'un organisme agréé, même si en général, ça l'est pour le coup. Jules, est-ce qu'on peut acheter une télé avec le compte pro? Est-ce qu'on peut acheter une télé avec le compte pro? Ça va dépendre. Si vous êtes par exemple freelance, que vous travaillez seul chez vous dans une pièce à cet effet, il n'y a pas d'intérêt pour votre société d'acheter une télé. Concrètement, ça ne vous rapporte rien. Par contre, si vous avez une société avec une salle d'attente, que vous allez recevoir des clients, que vous avez un bar ou ce genre de choses, oui, la télé peut permettre à la clientèle de patienter ou d'attirer de la clientèle, par exemple un soir de match ou autre, si vous êtes dans un bar ou un restaurant. Dans ces cas-là, oui, il faut toujours réfléchir à est-ce que ça va apporter quelque chose à ma société ou non. Et les travaux d'aménagement du bureau? Les travaux d'aménagement du bureau, grande question également. Alors, encore une fois, si c'est des locaux professionnels avec un bail commercial auprès d'un prestataire, à voir qui finance les travaux et de quel type de travaux il s'agit. Si c'est plutôt une pièce que vous avez chez vous, dans ces cas-là, il y a quelques petits aménagements qui peuvent passer sur la société. Je pense à des frais de peinture ou des petits frais, mais si on change vraiment, si on va vraiment installer tout un réseau électrique ou ce genre de choses, non, ça ne pourra pas passer parce qu'encore une fois, votre habitation, elle vous appartient à vous à titre personnel. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à la société. Donc, si vous faites des travaux d'amélioration dans une pièce et que vous le financez par la société, eh bien, ça ne passera pas parce que finalement, c'est la société qui va dépenser sa trésorerie pour quelque chose qui vous appartient à titre personnel et qui va vous enrichir, vous, à titre personnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Il y avait des questions qui rebondissaient sur le vélo électrique. Alors, du coup, on peut avoir à la fois des déplacements plus lointains, donc avec un véhicule qui entraînerait des ICA, et avoir un vélo sur la boîte. C'est pas incompatible. Il y avait 2 questions qui demandaient si c'était possible. Donc, on peut quand même avoir des frais kilométriques et avoir un vélo. Bien sûr, vous ne serez pas obligé de rouler à vélo sous la pluie si vous avez un long trajet. Vous pouvez quand même prendre la voiture et constater des indemnités kilométriques. Question importante, on n'en a pas parlé, les frais de représentation. Alors, effectivement, les frais de représentation, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et il faut savoir que c'est automatiquement considéré par l'administration fiscale comme des frais perso. Donc, non déductibles sur votre société. C'est ça. Le seul moyen de passer des frais de type costume, chemise, etc. sur la société, il faudrait qu'il y ait vraiment le logo vraiment apparent sur votre chemise. En fait, vous pouvez partir du principe qu'à partir du moment où ce sont des habits que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours, eh bien, ce ne seront pas des charges qui peuvent être déductibles sur la société. Les frais de représentation, ils vont être déductibles dans le cas d'habits très spécifiques, par exemple une robe d'avocat, un bleu de travail, un
tablier de cuisinier, enfin ce genre de choses. Mais vraiment des choses, costumes, chemises, etc., ce sera considéré comme du perso et ce sera remboursé à la société. Juliette qui nous pose une question qu'on n'aura pas le temps de traiter, je pense, mais voilà, sur la gestion de la trésorerie. Alors, ça fait partie de tout un pôle sur lequel on peut parler. Dans notre cabinet, on a un pôle qu'on appelle un pôle conseil et on va pouvoir justement vous accompagner sur la gestion, l'optimisation de la trésorerie, donc des placements via une holding, via une SCI, également sur l'optimisation de votre rémunération, donc en reprenant la question qu'on a eue un peu plus tôt entre SASU et RL, les stratégies de rémunération à mettre en place. On propose pas mal de choses sur l'optimisation, que ce soit sur la société ou à titre personnel. En tout cas, c'est des missions qu'on propose de notre côté, effectivement. Notamment, ça revient aussi avec la gestion de trésorerie, tout à fait. Il y avait une direction quand on subit un piratage, comment passer une écriture dessus? Alors, je ne comprends pas bien la question. Alors, je suppose que du coup, admettons que vous avez subi un piratage sur votre société, vous avez une perte de données qui vous a coûté de l'argent. Dans ces cas-là, il faut déjà voir avec votre assurance comment ils peuvent vous dédommager. Et pour les dépenses que ça a engendré, eh bien pour le coup, si c'est vraiment pas de fait, dans ces cas-là, ça sera une dépense exceptionnelle sur votre société. Normalement, ça ne devrait pas arriver tous les ans, mais ça pourrait être pris en charge par la société. Alors, je sais que vous êtes chef de projet, vous offrez régulièrement un petit-déj à vos équipes. Donc là, typiquement, on est bien dans le cadre d'une dépense professionnelle, donc ça passe. Pour fêter vos victoires, oui, tout à fait, oui, c'est vraiment des dépenses pour le coup. C'est même pour ce qui va être éventuellement si vous souhaitez mettre en place un séminaire et inviter vos collaborateurs dans, je sais pas, un parc ou autre, ou au bowling ou ce que vous voulez. Pour le coup, ce sont vraiment des dépenses professionnelles parce que c'est un intérêt pour votre société, pour motiver les salariés, pour les garder chez vous, etc., etc. Donc le petit-déj, ça passe sans problème. On garde un œil sur les questions et puis juste pour finir les diapos, on passe à la suite. Mais on garde un œil, on fera un point sur les questions. Comme ça, on essaie de boucler l'ensemble de la présentation dans l'heure impartie. S'il faut déborder un petit peu de notre côté, on aura 5 minutes de rab, il n'y a pas de problème. Hop. Du coup, voilà, c'était aussi pour vous présenter comment on pouvait fonctionner, comment on pouvait vous accompagner, notamment sur la partie création. Alors, je vous ai dit en début de présentation qu'on avait actuellement une offre de création offerte. Alors ça va concerner tous nos clients. Mais pour info, notre partenariat avec le e-book consiste à vous proposer à la fois donc, cette création de société qui sera offerte et à la fois du coup 1 mois de comptabilité offerte. Qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne quelqu'un pour créer une société? Alors évidemment, il y a le conseil sur le choix du statut juridique. C'est une question qu'on a vu passer, mais qu'on ne peut pas traiter parce qu'il faut vraiment personnaliser ce conseil-là. EURL, SASU, éventuellement micro-entreprise, on n'a pas parlé parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout concerné par un bilan, mais si c'est le cas, nous, on est aussi là pour vous conseiller. Donc, si c'est une micro-entreprise, ce sera une micro-entreprise. Dans tous les cas, on va essayer de trouver donc, le meilleur statut pour vous et ensuite, on gère toutes les formalités qui vont être nécessaires à l'immatriculation de votre société. Donc, vous pouvez retenir rapidement qu'on va vraiment gérer ce dépôt de dossier de A à Z, compter une quinzaine de jours pour ceux qui auraient une mission qui devrait commencer via le hibou dans 15 jours, 1 mois. On est encore dans les temps pour avoir un numéro de SIRET d'ici là. Pour ensuite la comptabilité, je vous ai déjà dit qu'on était vraiment nous centrés sur la prestation de service, donc vraiment que des consultants, des freelances. Sachez que chez expertcomptable.com, vous avez bien un conseiller dédié. Donc, ça peut être Jules, ça peut être moi, mais l'idée, c'est que vous avez notre ligne directe, notre ligne perso, et vous pouvez nous solliciter quand vous voulez. Donc ça, c'est un point important. On mise beaucoup, nous, sur la réactivité, sur la personnalisation du conseil, encore une fois, jusqu'à du coup, l'optimisation de votre bilan. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive à l'échéance de votre exercice, ces points qu'on vous a présentés de manière générale, on les revoit de manière personnalisée, évidemment, pour optimiser. D'accord ? On est sur un tarif de 99 € par mois. C'est un forfait mensuel qui va couvrir toutes les obligations comptables. Et la seule chose qui va ressortir, donc les 149 €, c'est des formalités juridiques qu'on doit accomplir à chaque fin d'exercice. Voilà, comptez 1349 € à l'année, mais encore une fois, avec cette offre partenaire, avec le hibou de 2 mois de comptabilité offerte pour ceux qui se seraient déjà lancés. On met la fiche contact. Comme ça, vous n'hésitez pas à prendre des notes. Et puis, on va refaire un point avec Jules sur les questions. J'ai vu que ça se déroulait un petit peu là. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter suite au webinaire. On aura le temps de pouvoir traiter les situations personnelles par ailleurs. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, alors,
on va refaire le point sur les questions. Ouais. Alors, je remonte un petit peu le fil. Je pense que tu peux y aller. Il y a beaucoup de questions sur est-ce que vous accompagnez les SASU à l'IR? Ouais. Alors, sur les SASU à l'IR, effectivement, maintenant, on les accompagne. Alors, on peut même faire aussi des optimisations entre est-ce qu'il vaut mieux une SASU à l'IR et une SASU à l'IS. Alors, pas mal de spécificités sur les SASU à l'IR, pas tant sur la partie comptable en elle-même, mais sur plutôt la partie point de vigilance à avoir au niveau de la déclaration, au niveau de l'impôt sur le revenu, les potentiels prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, etc. Donc, encore une fois, c'est toujours bien de faire un rendez-vous avec un comptable sur le sujet. Mais oui, effectivement, on accompagne les SASU à l'IR tant que l'activité est une activité qu'on peut gérer chez nous. Et une question concernant les SAS qui évoluent dans la blockchain crypto. Ah, la blockchain crypto. Alors, en soi, la crypto, alors, on n'est pas forcément très fan, on sait la gérer. On n'est pas très fan parce que, à moins que ce soit vraiment l'activité spécifique de la société, parce qu'elle a fait des investissements, etc., ok. Par contre, si c'est une manière de placer son argent, c'est pas forcément le choix qu'on va, enfin, c'est pas forcément l'option qu'on va vous conseiller parce que, même au niveau de l'administration fiscale, encore aujourd'hui, même si on peut s'y connaître, etc., c'est encore un peu considéré comme de la loterie. Et pour le coup, les jeux comme ça, un peu de hasard, c'est pas vraiment apprécié par l'administration fiscale. À partir du moment où on a une grosse fluctuation de valeur, alors là, on n'est même plus à la journée, ça peut être en fonction on peut avoir une différence énorme d'une heure par une heure. On n'est pas forcément très fan de la crypto. Après, on peut quand même le gérer. Simplement, on vous demandera de passer par un logiciel qui s'appelle Coinly, qui permet en fait de synchroniser votre wallet avec ce site Coinly pour ensuite nous sortir un export qui est exploitable en comptabilité. C'est simplement ça. Mais après, la crypto, pareil, il faudrait reparler plus spécifiquement. Ça peut être gérable, mais c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé. Il vaut peut-être même mieux le faire à titre perso. En termes d'imposition, ça peut être plus intéressant. Mais c'est encore un autre sujet. On avait une question de Salma. Est-ce que je peux acheter un téléphone mobile, Benjamin? Exactement. Ouais, on a parlé du PC, mais évidemment, le téléphone portable, c'est la même chose. Ça reste votre outil de travail prioritaire, donc déductible sur la société. Et si votre contrat de téléphone est au nom de votre société, que les factures sont au nom de votre société, vous pouvez les payer directement par la société également. En général, les contrats pro sont un peu plus chers que les contrats perso, mais c'est toujours faisable. Est-ce qu'un repas entre gérants-dirigeants dans une URL peut compter comme repas d'affaires? Du coup, si vous êtes plusieurs gérants, donc si vous avez une SARL, une URL avec plusieurs associés, c'est ça, on a vu un piège. Mais oui, tout à fait. Si vous faites des repas entre associés, ça peut tout à fait être un repas d'affaires. Alors encore une fois, avec des montants cohérents. Si vous êtes 3 associés et que vous en tirez pour 1 500 €, bon, ça peut être quand même remis en cause comme une dépense somptuaire. Mais en tout cas, si on est sur des montants classiques, oui, tout à fait, ça ne posera pas de problème. Télétravail depuis l'étranger, est-ce possible de déduire les frais d'hôtel et de déplacement? Bien, si vous êtes en télétravail, alors dans le cas, je suppose, vous êtes en télétravail et que vous revenez de temps en temps, par exemple en métropole, pour ensuite faire une mission sur place. Dans ces cas-là, oui, vous pouvez passer des frais d'hôtel et de déplacement sur votre société. Par contre, si vous ne bougez pas de chez vous et que vous ne faites pas de déplacement, évidemment, on ne pourra pas déduire ces frais. Question de Brian, si on fait des formalités, oui, en fait, on gère tout de A à Z pour ce qui concerne la formalité, les obligations juridiques et comptables et fiscales. Vous n'avez à vous préoccuper de rien, d'aucune échéance, c'est nous qui gérons tout et on fait également le lien avec les impôts. Exactement. Il faudra simplement signer les documents qu'on vous transmet parce que si vous ne les signez pas, on ne peut pas les déposer. Et je rajoute aussi que tout ce qui va être déposé au niveau du bilan par notre service juridique se fera avec option de confidentialité, de manière automatique. Ça vous évite d'avoir des comptes publics finalement. Une question d'Olivia. Est-ce qu'il est possible de créer son entreprise en étant inscrit à Pôle emploi? La réponse est oui. Et si la question c'est est-ce que je peux conserver mes allocations Pôle emploi, la réponse est aussi oui. C'est tout à fait possible. Il faudra voir du coup ensemble quel est le statut le plus adapté, mais clairement c'est un schéma qu'on a l'habitude d'accompagner. Simplement, si vous souhaitez conserver vos droits à RE, on ne pourra pas vous rémunérer pendant cette période-là. Est-ce qu'on accompagne la création de holding et SCI? Oui, tout à fait. On peut discuter, encore une fois, sur des rendez-vous sur une équipe conseil dans laquelle je fais partie. On peut voir le projet ensemble,
voir s'il y a un intérêt ou non d'avoir une holding, parce que ce n'est pas une obligation non plus. Hein. On peut très bien investir en direct depuis société d'exploitation vers la SCI. Mais en tout cas, on peut accompagner sur une création de holding et de SCI, sous condition de régime fiscal, évidemment, et d'activité de la société d'exploitation. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, ouais, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Les bulletins de salaire, oui, dans la logique de pouvoir tout gérer, évidemment, si vous avez des salariés, on saura gérer les fiches de paye, les déclarations des cotisations sociales. Il y avait encore une question sur les travaux, donc la fibre. Sur en fait, il faut aussi réfléchir en termes de montant. Disons que si vous avez des travaux de raccordement pour faire passer la fibre, si vous avez besoin de la fibre pour travailler, ça s'entend. Si le raccordement il coûte 200, 300 euros et que vous avez un chiffre d'affaires, que ça ne met pas en difficulté votre société, pourquoi pas. Par contre, si on est déjà un petit peu ric-rac en termes de résultats et que concrètement vous n'avez pas besoin de PC pour travailler, comment on peut justifier que ce frais-là soit imputé sur la société en cas de contrôle, encore une fois. Question à lire. Alors juste avant, il y avait une petite question sur est-ce qu'il y a une raison de ne pas rendre les comptes publics? La raison, ce serait si vous souhaitez que vos comptes soient publics et pour potentiellement, si vous avez un très beau bilan, un très beau chiffre d'affaires et que vous souhaitez peut-être avoir d'autres, faire parler de votre société auprès de clients, pourquoi pas. Mais attention, des comptes publics, ça veut aussi dire que la concurrence a accès à certaines informations de votre société, notamment en termes de chiffre d'affaires, etc. Nous, on vous conseillera toujours de les garder publics. Et si jamais vous avez besoin de transmettre des informations sur votre bilan à un organisme ou à un partenaire ou à un financeur ou autre, dans ces cas, transmettez le bilan directement, mais ne le rendez pas public à tous, en fait. J'ai fait une demande de passer de SASU à l'IS à l'IR. Est-ce que j'ai bénéficié de 5 ans ou seulement 4 ans vu que j'ai créé mon entreprise cette année? L'option à l'IR sur une SASU, elle est de 5 ans à partir du moment où vous faites la demande. Et il faut la faire dans les 5 ans de création, à partir de 5 ans dans la création de votre société. C'est-à-dire qu'admettons, vous créez en 2000. On va prendre des chiffres, ce sera plus simple. Vous créez en 2000. Vous pouvez opter à l'IR jusqu'en 2005. Et si, par exemple, vous optez à l'IR en 2004, eh bien, vous avez cette option à l'IR pendant 5 ans, donc jusqu'en 2009 pour le coup. Et également, il faudra bien garder à l'esprit que pour pouvoir faire cette demande de passage à l'IR, il faut le faire dans les 3 mois suite à la clôture de votre société. Donc, si vous avez une clôture 31 décembre, il faudra bien penser à faire le bilan assez rapidement pour pouvoir l'envoyer au centre des impôts et dans la foulée, faire une demande de passage à l'IR avant mars de l'année suivante. Alors, Ramor nous demandait les prestations payantes non incluses dans votre offre. Je vous propose peut-être, si vous avez des questions sur la façon dont on peut vous accompagner, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre les coordonnées qui s'affichent. On a aussi des prises de rendez-vous sur notre site internet. Donc, ça permettra d'adapter tout simplement le discours en fonction de la situation de chacun. On a pas mal de messages de remerciements. Du coup, merci à vous d'avoir rendu ce webinaire dynamique et on va dire assez interactif. On a essayé de répondre à pas mal de questions. C'est ça, on a peut-être loupé quelques-unes, on est désolé. Là, j'en vois une. Je suis chez vous, possible de changer l'offre vers celui du Le Hibou. Ça, il faut voir avec le commercial. Écoutez, vous pouvez me rappeler, Thomas, j'ai pas votre nom, alors j'aurais bien fait sinon, mais n'hésitez pas à me recontacter sur l'adresse que vous voyez s'afficher. J'ai déjà un comptage, je pense, à changer. Vous accompagnez sur ces parties. Oui, tout à fait. On fait des reprises aussi de dossiers. Encore une fois, si votre activité est potentiellement suivable par notre cabinet, n'hésitez pas à contacter Benjamin de nouveau. En tant que SASU, je peux embaucher un salarié, tout à fait, tant que votre société a les fonds pour pouvoir embaucher et supporter les coûts d'un salarié. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un salarié sur votre SASU. Avec le Hibou, on a quoi comme offre? Je vois que tu n'avais pas répondu dans le chat. Donc, il a réaffiché rapidement. Hop, voilà. Oui, parfait. Voilà. Hier égale impôt sur le revenu, oui, tout à fait, Guy, c'est bien Exactement. ça. C'est le jargon comptable. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. On a légèrement dépassé sur l'horaire. Presque l'intégralité des questions. Donc, du coup, j'invite tout le monde à prendre les coordonnées de Benjamin. Si vous souhaitez plus d'infos sur l'expert comptable, voilà, ou si vous avez envie d'exposer une situation personnelle. Je remercie du coup nos partenaires d'avoir joué le jeu aujourd'hui, d'avoir été a priori clairs dans les explications. On se retrouvera certainement pour un autre sujet dans quelques temps.
Merci à tout le monde pour votre attention, pour votre participation active pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve dans quelques semaines pour encore un webinar ensemble. Et d'ici là, bon courage dans vos missions. Et n'oubliez pas, vous avez accès à l'ensemble des partenaires via le portail Le Hibou sur votre dashboard dans la section partenaires, et vous y retrouvez aussi toutes les offres. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci Gwenaëlle. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Je ne sais pas comment on fait ça. Ce n'est pas ma partie.